Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur ce nouveau live de la semaine. J'espère que vous allez bien. Salut Philippe, salut René, salut Hardware, salut Laurent, salut tout le monde. Je crois qu'il y a déjà pas mal de personnes dans le chat et en train de regarder. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un live. Je vais passer un petit peu sur la partie news de la semaine, etc. Puisqu'on va faire un live où on va surtout coder. Comme je l'ai annoncé, ça va être un live sur lequel on va parler de l'allocation dynamique de Malloc et Free pour les nommer. Mais ça s'applique pour tout type d'allocation, puisque j'ai eu ce matin quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'a dit oui, bah, t'as qu'à passer au Rust et tu vas t'abstraire de tout ça. En fait, le sujet, c'est pas de s'abstraire de l'allocation dynamique, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de live code pour réimplémenter un malloc et un free assez simple, basé sur l'implémentation qui a été présentée dans le livre de Kernighan et Ritchie, donc la deuxième édition, The C Programming Language. Donc, si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous encourage très fortement à le lire. Parce que c'est intemporel, même si c'est un livre qui date d'il y a plus de 40 ans, pas loin de 50 même, ça reste un livre intemporel puisqu'il explique un certain nombre de concepts sur de l'algorithmie, sur la structure du langage C évidemment, mais aussi sur comment fonctionnent les choses, puisque c'est intimement lié au fonctionnement donc, des systèmes d'exploitation, de la programmation et d'Unix de façon générale, et donc au langage C en particulier. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre donc un petit peu l'implémentation qui a été faite, proposée par Kernighan et Ritchie. On va le réimplémenter de façon assez simple. Je ne vais pas le faire en C. Je vais le faire plutôt l'implémenter en C++, mais avec une structure qui va être très proche du C. Alors, pourquoi le C++? Parce que ça va permettre un peu moins de verbosité dans certaines choses, et donc utiliser des choses un petit peu plus modernes du langage, vous verrez, mais au final le code restera assez lisible. L'objectif, c'est que vous compreniez un petit peu comment fonctionne un malloc et un free simple, parce qu'il en existe des dizaines et des dizaines d'implémentations sur le marché. Donc il y a celle de la glibc évidemment, mais il y a JE-malloc, il y en a toute une palanquée. Et certaines implémentations de malloc sont extrêmement complexes parce qu'elles essayent de répondre à des choses extrêmement, apporter des réponses à des choses qui sont extrêmement difficiles, notamment, je pense, l'allocation des tout petits blocs mémoire, diminuer la pression sur le sous-système mémoire, ce genre de choses. Donc, évidemment, on ne va pas rentrer dans les considérations d'implémenter un malloc ultra performant qui répond à tous les besoins, parce que c'est un vrai sujet. Il y a plein de bibliothèques qui le font très bien. L'idée, c'est de montrer vraiment qu'une implémentation naïve en 200 lignes de code maximum écrit gros, ça fonctionne. C'est juste pour vous montrer le concept. Voilà. Donc, Stéphane, salut. Et toi, tu dis, alors ici, en tant que dev Java, je vais comprendre l'allocation de mémoire. Oui, effectivement. Alors, l'allocation de mémoire sous Java fonctionne de façon un peu différente, puisqu'elle fonctionne avec un garbage collector. Et le garbage collector, bien évidemment, va allouer de la mémoire, un petit peu comme le fait malloc et free, mais aussi va aller marquer un certain nombre de zones mémoire pour voir si elles sont toujours utilisées. Donc, je ne rentrerai pas dans ces considérations-là aujourd'hui, mais ça pourrait faire l'objet d'un prochain live, d'expliquer comment fonctionne un garbage collector en vrai. Voilà. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance directement sur le code. Donc, j'ai préparé hier un petit squelette de code qu'on va remplir au fur et à mesure, qui va vous permettre, je l'espère, de comprendre un petit peu comment fonctionne cette petite chose-là. Je vais vous partager donc mon écran, et normalement, vous devriez voir apparaître une partie du code. Voilà. Donc j'ai préparé deux fichiers, kr malloc.cc et kr malloc.h. Alors kr pour Kernighan et Ritchie, puisque comme je l'ai dit, on va se baser sur l'algorithme entre guillemets naïf qui a été proposé par Kernighan et Ritchie dans le livre The C Programming Language. Donc tout de suite, là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le main, donc, qui est donc l'implémentation contient donc l'implémentation de malloc et de free, et un certain nombre de tests pour vérifier que ça fonctionne. Donc le main contient finalement les tests. Je fais usage de lambda function ici pour essayer de découper
un petit peu la structure du main et éviter d'avoir plein de free functions qui se promènent partout. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du main, je fais return run, et run, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la sous-méthode, la lambda function setup, allocate, deallocate. Donc setup va permettre d'initialiser les tests unitaires. Vous voyez que je vais essayer d'allouer et de désallouer 8 pointeurs. Voilà. Donc setup va permettre d'initialiser ce tableau de pointers. Ça va permettre aussi d'initialiser le générateur de nombres aléatoires, pseudo-aléatoires, on va dire plutôt, qui est fourni avec la libc, parce que je m'en sers derrière pour faire des allocations random pour tester mon code. Et donc la méthode allocate va parcourir le tableau de 8 pointeurs et va essayer d'allouer 8 pointeurs qui font au minimum 8 octets et qui ont une taille comprise, on va dire, entre 8 octets et 16 384 octets, donc plus 8. Voilà, ici. Donc tout simplement, ça permet juste de valider que ça va pouvoir fonctionner avec tout type de taille qui sont demandées. Et la méthode deallocate, ça va être pour tester free, simplement, donc pour libérer les 8 pointeurs qui ont été alloués, et donc simplement envoyer à l'écran un certain nombre de traces. Voilà. Et donc la méthode run permet d'appeler setup, allocate, deallocate. Voilà. Jusqu'ici, c'est très simple. On va dire, c'est un petit peu le jeu de test unitaire pour valider que l'implémentation de malloc free fonctionne. Parlons de malloc et de free en eux-mêmes. Pour l'instant, je les ai nommés kr_malloc et kr_free pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut surcharger malloc free, mais pour l'instant, j'essaye d'en faire une implémentation qui ne vient pas me pourrir, notamment puisque je vais mettre des traces de debug qui vont utiliser notamment les flux d'entrée-sortie, printf, fprintf, ce genre de choses, et qui eux-mêmes appellent malloc. Donc si j'essaye de débugger mon malloc avec un printf qui lui-même appelle malloc, je vais rentrer donc dans une récursion dans laquelle je ne sortirai jamais, je vais faire exploser mon programme. Donc pour l'instant, j'appelle malloc kr_malloc et free kr_free, et à la fin il suffit de débrancher donc les traces d'exécution, les traces de debug, et de renommer kr_malloc en malloc et kr_free en free, sachant qu'après on peut générer aussi une bibliothèque partagée de ce code là, et ensuite utiliser le mécanisme ld preload qui permet donc de lancer un binaire en utilisant notre propre implémentation de malloc et de free. Mais ça, on verra ça peut-être un autre jour. Je vous parlais, donc ça, ce sont les deux prototypes, donc malloc et free. Donc vous voyez, kr_malloc fait un appel à allocator, allocate. C'est une méthode que je vais vous présenter juste après, et free qui appelle une méthode allocator, deallocate. Voilà. Et je vous parlais de la méthode de debug qui est ici. Debug, cette méthode, elle est très simple, hein. Elle prend un format à la printf et ensuite elle va formater cette chaîne de caractères avec les paramètres qui vont bien, l'imprimer sur stderr et ajouter un retour de chariot. Donc en fait, c'est imprimer une ligne de debug, tout simplement, que je peux désactiver. C'est toujours mieux de faire comme ça plutôt que de mettre des printf partout. Comme ça, l'avantage, c'est que si je veux désactiver le debug, j'ai juste à définir ndebug et il n'y aura plus de debug. Voilà, donc je vous parlais de l'implémentation. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la partie interface, donc mon implémentation. Donc comme je suis en C++, j'ai tout regroupé au sein d'une classe. C'est trop fort le son pour la musique en arrière-plan? Dites-moi si c'est trop fort, je la baisse tout de suite. Je peux le faire. Allez hop. Hop, je la baisse. Voilà. Normalement, mince, c'est pas ce que je voulais faire, c'est encore plus fort là. Alors, désolé pour ça. Hop. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Là, je peux carrément la couper, la musique. Hein. Hop, tiens, je la coupe comme ça, c'est... Ça y est, j'ai coupé. Désolé, j'ai eu une petite erreur, je l'ai coupé comme ça. Ça va être beaucoup mieux. Donc comme je vous disais, j'ai implémenté toute l'allocation dynamique au sein d'une seule classe qui s'appelle allocator, donc qui va implémenter l'algorithme de Kernighan-Guaremirecci. Donc c'est une classe qui va comprendre un constructeur que je vais implémenter ici. Je supprime, je dis à C++ de ne pas implémenter le constructeur par copie, l'opérateur d'affectation, puisque je ne vais pas en avoir besoin, et je lui dis que le destructeur, il implémente celui par défaut. Voilà, c'est tout. Et dans le prototype, j'ai la méthode allocate
qui va faire l'allocation dynamique en tant que telle, et dallocate qui va faire la libération de la mémoire. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai une variable, j'ai une propriété membre qui est de type bloc, qui s'appelle head, et donc qui permet de définir la liste des blocs qui sont alloués et qui sont disponibles à l'allocation. Donc comment fonctionne cet allocateur? Cet allocateur, en fait, il va maintenir une liste de blocs libres, et ensuite, lorsqu'on va lui demander de la mémoire au travers de allocate, il va parcourir la liste des blocs libres, trouver le premier bloc qui peut contenir la zone de mémoire qui est demandée en termes de taille, voilà. Et ensuite, si ce bloc fit parfaitement avec la taille, il va renvoyer ce bloc et le retirer de la liste des blocs libres. Et si ce n'est pas le cas, il va splitter ce bloc en gardant une partie libre et en retirant un morceau qui sera donc renvoyé à la plan. Donc comment est implémenté bloc? Bloc, on le voit ici, c'est simplement une structure qui est une liste chaînée. Une liste chaînée, donc cette structure va contenir une taille qui est la taille du bloc, tout simplement. Si c'est un bloc qui est libre, c'est la taille du bloc libre. Et si c'est un bloc qui est alloué, c'est la taille du bloc alloué, tout simplement. Et ensuite, un pointeur qui pointe vers l'instance du bloc suivant, donc dans la liste des blocs libres, tout simplement. Donc vous voyez que en fait, dans l'implémentation de ma classe, ici, j'ai une structure, donc j'instancie une structure de type bloc qui s'appelle head. Pourquoi? Parce que je vais implémenter une liste chaînée avec un nœud de tête qui est un nœud factice, qui va nous permettre donc d'avoir toujours au moins un nœud de disponible, et ce nœud va pointer sur lui-même. Donc je vais vous montrer l'implémentation du constructeur. Hop. Le constructeur, il est implémenté comme ci. Donc j'initialise head qui va contenir, donc qui est le début de la liste chaînée, qui va contenir une taille de 0, puisque c'est un nœud factice, ça contient aucune data, et il va pointer sur lui-même, c'est-à-dire que le nœud suivant, c'est lui-même. Si je vous dessine ça à l'écran, hop, je vais vous dessiner ça. On va avoir le nœud, donc head, voilà, dont l'élément next va pointer sur lui-même, tout simplement. Ça, c'est très pratique parce que ça va nous permettre d'éviter, lorsqu'on parcourt la liste, de se dire est-ce que le nœud next c'est un pointeur nul et est-ce que je suis capable d'aller sur le nœud suivant. En fait, la plupart du temps, j'ai juste besoin de savoir si j'ai parcouru ma liste en entier. C'est est-ce que le dernier nœud, l'élément suivant du dernier nœud pointe sur head. Ça veut dire que j'ai parcouru toute ma liste et ça veut dire que j'ai jamais de problématique de tester les pointeurs nuls ou déréférencer par inadvertance un pointeur nul. Voilà. Donc ce nœud head, il est implémenté comme ça. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va allouer de la mémoire? Lorsqu'on va allouer de la mémoire, le nœud head au début va pointer sur lui-même, donc ça signifie qu'on n'a aucune mémoire. Ce qu'on va demander au système, on va lui dire alloue-moi un bloc de mémoire qui puisse au moins contenir le nombre d'octets que j'ai demandé. Et pour éviter à chaque fois de demander au système d'exploitation, au travers de l'appel système mmap, notamment d'allouer des petits blocs, on va allouer un gros bloc d'un seul coup, et c'est ce gros bloc qui est là que j'ai défini, qui va faire 16 kilooctets dans mon code, mais qui pourra faire une taille beaucoup plus grosse ou plus petite. C'est ce bloc qu'on va découper en petits morceaux pour le renvoyer à la fonction appelante qui demande d'allouer de la mémoire. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va se retrouver avec un bloc ici, donc head, et à la fin du premier appel à malloc, qui va appeler allocate, on va allouer un bloc de mémoire ici qui fait 16 kilooctets. Voilà. Et head va pointer dessus et le bloc à la fin va pointer sur head. Et lorsqu'on va demander de la mémoire, en fait on aura alloué donc ce bloc qui est disponible, ce bloc de 16 kilooctets. Admettons qu'on lui demande d'allouer 1 kilooctet. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire head qui va pointer donc sur le bloc suivant, qu'on va couper. Ici, il va rester 15 kilooctets. Et ici, on va prendre 1 kilooctet. Head va pointer là-dessus, et ce bloc-là, qui a été splitté, va pointer sur head. Et ce bloc-là, ici, là, va se retrouver totalement détaché et renvoyé à l'utilisateur. Alors, ce qui est intéressant de me dire, c'est à un moment donné, vous dites, mais comment est allouée réellement la mémoire? En fait, on considère dans le code que la mémoire font des unités qui sont des multiples
de blocs. C'est-à-dire qu'on ne va pas allouer à chaque fois le bloc et derrière un certain nombre d'octets qui correspondent à la valeur de, la valeur de la mémoire qui est demandée. On va dire qu'on va allouer un certain nombre de blocs, et bloc, ça va être l'entête du bloc qui va être alloué, et tous les morceaux, on va dire les multiples de blocs qui vont être derrière, ça va être la mémoire qui va être disponible, qui est envoyée au système. Et donc ce qu'on va faire, je vais vous afficher ça à l'écran, lorsqu'un bloc est découpé, en fait, vous allez avoir... Mince, là, du coup, je suis même pas sur l'écran. Je suis désolé, donc je recommence. Lorsqu'un bloc... Donc, je recommence mes petits dessins. Aide. Donc, il va pointer sur un bloc libre, et le bloc libre va repointer sur aide. Donc, comme je disais, lorsque je découpe un bloc, par exemple ici, on va le découper 15 kilooctets de libre et 1 kilooctet qu'on va renvoyer à l'utilisateur. Donc en fait, le pointeur va changer ici, et ce bloc-là va être détaché. Et ce bloc d'1 kilooctet va avoir ici un premier enregistrement qui est le bloc lui-même, donc il va définir son pointeur next qui va être mis à nul et sa taille. Et ce qu'on va renvoyer à l'utilisateur, c'est l'adresse qui est ici. C'est cette adresse-là. Et donc, lorsque l'utilisateur va, au retour de malloc, récupérer une adresse, il va récupérer cette adresse-là. Et sachant que lorsqu'on va vouloir libérer un bloc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer cette adresse-là. On va reculer de la taille d'un bloc pour avoir l'adresse du bloc qui définit le bloc. Et ensuite, on va le raccrocher à la liste des blocs disponibles. Tout simplement. Et dans la liste des blocs disponibles, ce qu'on va faire, c'est on va regarder s'il y a des blocs qui sont contigus. Si des blocs sont contigus, on va réaugmenter, on va fusionner les blocs ensemble pour de nouveau avoir des blocs libres complets, tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement clair. Ah, j'ai encore du spam dans le chat, veuillez m'en excuser. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer donc d'implémenter le malloc, l'allocate. Et pour ça, on va aller donc dans la méthode allocate qui, par défaut, renvoie nul. Donc ce qu'on va faire, première chose qu'on va faire, on va calculer le nombre d'unités. Le nombre d'unités, comme je le disais, c'est un multiple de la taille du bloc. Donc première chose qu'on va faire, c'est on va dire, j'ai besoin d'avoir la taille en octets, ça a accès à combien d'unités de blocs ça correspond. Donc combien de multiples de blocs. Et bien ça, je vais le calculer. Donc là, allocator_threads, c'est une classe utilitaire qui va permettre donc de convertir le nombre d'octets en multiples de la taille de bloc que j'ai préparé ici. Hop. Donc vous voyez que par défaut, ça envoie 0. Hop, je vais dire, si on a demandé un nombre d'octets qui est différent de 0, donc je vais calculer le nombre de multiples de la taille de bloc dont j'ai besoin pour pouvoir allouer la mémoire. Donc c'est sizeof de la taille du bloc, plus le nombre d'octets, auquel je retranche 1, je divise par la taille de bloc et j'ajoute 1. Ce qui permet de me dire que si j'alloue un octet, j'ai au minimum 2 blocs disponibles. Tout simplement. Et donc ça va me permettre systématiquement donc, 2 blocs. Pourquoi? Parce que sizeof de bloc, ça correspond à un bloc. Si j'ai un octet, ça fait taille du bloc, donc plus 1, moins 1, ça fait taille du bloc. Divisé par sizeof de bloc, ça fait 1, et je rajoute 1. Donc ça me fait 2 blocs disponibles. Donc à chaque fois, ça va m'allouer le descripteur de bloc, et ensuite un nombre de multiples de la taille de bloc qui sont derrière, qui vont servir justement au programme de pouvoir récupérer la mémoire et de travailler dessus. Donc getUnits, elle fait ça. Donc je récupère cette taille de bloc, et ensuite, ce que je vais faire, je vais rentrer dans une liste dans laquelle je vais parcourir la liste de mes blocs qui sont disponibles. Alors, je vais vous montrer ça. Je rajoute le code au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je vais dire lorsque un bloc... Alors, c'est quoi un bloc? Je reviens sur la description. Un bloc, c'est ça. Un bloc, c'est une structure qui contient un size_t, donc qui contient finalement la taille totale, le nombre de blocs alloués qui sont contigus. Donc, c'est une zone de mémoire qui est un multiple de la taille de cette structure, tout simplement. Et ça contient un pointeur vers le bloc suivant, le bloc libre suivant, tout simplement.
Donc ça permet donc d'avoir une granularité, on va dire, qu'une allocation soit le multiple de la taille de cette structure. Alors, à chaque appel, est-ce que ça peut être une taille différente? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, on va appeler, on va dire que le premier bloc disponible, c'est celui qui va décrire le bloc libre, et ensuite, on va dire que tous les blocs contigus derrière, c'est ceux qui vont servir à l'utilisation mémoire pour l'appelant, tout simplement. Donc, lorsque je suis, comme je disais, lorsque je suis en train d'allouer, première chose que je vais faire, je vais regarder est-ce que j'ai des blocs libres qui sont disponibles, des zones de mémoire qui sont disponibles, qui peuvent être utilisées. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, c'est si j'ai un nombre d'unités qui est différent de 0, ça veut dire qu'on cherche à allouer réellement de la mémoire. Je vais poser un pointeur, je vais récupérer un pointeur sur l'entête de la liste des blocs disponibles. Je vais dire que le pointeur de l'objet précédent, c'est aussi l'entête de la liste. Et ensuite, je vais boucler et je vais parcourir tous les blocs disponibles dans cette liste. Alors pour l'instant, je dis node, c'est le nœud précédent suivant. Donc ça veut dire que je suis sur le premier nœud qui suit l'entête de liste. Et je vais dire que si je n'ai aucun bloc disponible, ça veut dire que le nœud courant, ça correspond à la tête du nœud, c'est-à-dire le début de la liste. Donc je vais dire, si le nœud courant correspond à la tête de liste, alors ça veut dire que je n'ai pas trouvé de blocs qui sont disponibles. J'ai aucune mémoire allouée qui a été allouée et j'ai aucun bloc disponible. Donc il va falloir que je demande de la mémoire au système. C'est ici qu'on le fait. Donc je débug en disant, je n'ai pas trouvé de bloc disponible, il faut en allouer. Donc je vais appeler ma méthode allocator_threads getBlocks. Donc allocator_threads getBlocks, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander au système un nouveau bloc de mémoire. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, elle va demander un nouveau bloc de mémoire. Donc je vais dire le nombre de blocs, je l'ai converti en octets. Et vu que je veux éviter de demander au système des tout petits blocs de 8 octets, 16 octets, etc., je vais dire que chaque zone de mémoire que je vais demander au système, elle fait au moins un multiple de 16 kiloctets. Donc 16 340. Donc je fais count le nombre de blocs multiplié par la taille du bloc. Auquel j'ajoute 16 383, auquel je fais un et logique qui est l'inverse de 16 383. Ce qui permet donc d'arrondir le nombre d'octets que je vais demander au système à un multiple de 16 384. Voilà. Et donc, ce que je vais dans la méthode getBlocks, je vais lui dire, maintenant que j'ai calculé le nombre d'octets que je veux demander au système, je vais dire, donne-moi de la mémoire. Donc, c'est ce que je vais faire ici, donne-moi de la mémoire. Je vais appeler la méthode getMemory. La méthode getMemory qui est ici. Et donc, la méthode getMemory, j'ai appliquer l'utilisation de mmap, donc qui permet de demander au système d'exploitation des pages mémoire, qui sont des pages mémoire anonymes. Alors historiquement, l'implémentation Kernighan-Berici s'appuie sur SBRK. SBRK, ça permet d'augmenter la taille du heap qui est disponible au programme. C'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé, donc c'est ce qu'on appelle la taille du point de rupture, donc entre le heap et la stack. Donc le heap qui va grandir et la stack qui va diminuer. On utilise de moins en moins des implémentations basées sur SBRK parce que c'est relativement contraignant et c'est moins performant de façon générale. La plupart du temps, maintenant, les implémentations modernes de malloc vont utiliser plutôt mmap. Donc mmap va permettre de demander au système, vas-y, file-moi une zone mémoire dans les pages mémoire système que tu vas allouer au processus en cours. Et cette zone mémoire, elle doit faire tant d'octets. Donc là, c'est ce que je fais. Je lui dis, donne-moi une zone mémoire qui soit lisible et inscriptible, qui est privée au processus et qui est anonyme. Donc normalement, si tout se passe bien, après l'appel de mmap, je dois recevoir un pointeur qui correspond à la nouvelle zone allouée, tout simplement. Donc cette nouvelle zone allouée, donc je la renvoie à getBlocks, et vu que c'est un nouveau bloc, je transtype la mémoire que j'ai réussi en un pointeur sur bloc. J'initialise sa taille au nombre de blocs qui ont été demandés. Le pointeur next, je l'initialise à nul. Et ensuite, je reviens ici. Donc à ce moment-là, si je n'ai pas de zone de mémoire disponible ici, donc je vais demander donc une nouvelle zone de mémoire. Et si le système a réussi à m'en fournir une, je vais dire donc si node est différent du PTR, alors j'initialise cette zone de mémoire et je l'ajoute
à la liste des blocs qui sont disponibles. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on est relativement tranquille parce que on a réussi à allouer un gros bloc de mémoire. Donc la chose qu'on doit faire après, c'est de demander dans notre algorithme de regarder, est-ce que maintenant qu'on est sûr d'avoir un nouveau bloc de mémoire, pardon, je ne suis pas au bon endroit, hop, voilà, je vais regarder, je vais continuer donc à itérer sur ma liste, et vu que j'ai un nouveau bloc de mémoire, je vais regarder, est-ce que le bloc de mémoire que j'ai correspond exactement au nombre de multiples de blocs de mémoire que j'ai demandé. Donc si le bloc courant, sa taille est exactement celle qui est demandée, on dit que le bloc, il remplit parfaitement les conditions, il fait déjà la bonne taille, je le détache de ma liste des blocs disponibles au malloc, et ensuite je le retourne à la plan. Donc je fais return init block. Alors return init block, c'est une lambda function que j'ai implémentée et qui fait ça, qui permet simplement de prendre le bloc, d'initialiser sa taille au nombre d'unités qui ont été demandées, donc qui sont, je le rappelle, des multiples de 2 blocs, et j'initialise son pointeur next à nul, et ensuite ce que je fais, je renvoie à la plan, donc à la fonction malloc, l'adresse de bloc plus 1, c'est-à-dire le bloc suivant. N'oublions pas que le bloc que j'ai alloué, le premier bloc correspond à l'entexte qui va décrire la zone de mémoire qui a été allouée, et que c'est la zone suivante qui est la zone utile pour malloc. Donc je lui dis, file à l'appelant l'adresse du bloc suivant. Et c'est ça que l'appelant va utiliser. Voilà. Donc ça, j'ai implémenté le cas où le bloc sur lequel je suis en train d'itérer, le bloc libre sur lequel je suis en train d'itérer, correspond exactement à la taille qui est demandée. Ça, c'est des cas qui sont relativement, on va dire, les moins courants. C'est le cas idéal. Par contre, la plupart du temps, comme là, je vous ai dit, j'ai alloué un bloc qui est fait un multiple de 16 kilooctets, bah, potentiellement, j'ai un bloc qui est beaucoup trop grand pour satisfaire la demande de mémoire que l'appelant a fait. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, vu que le bloc ne correspond pas exactement à la taille demandée, j'ai un bloc qui fit partiellement la taille demandée. Donc, si le bloc courant, sa taille est supérieure ou égale à la taille qui est demandée, à ce moment-là, je dis, ah, le bloc, il correspond grossièrement à la taille qui est demandée. Ce que je vais faire, je vais splitter ce bloc. Donc, je vais diminuer sa taille du nombre d'unités disponibles. Et ensuite, la fin du bloc, donc qui va correspondre à la taille qui est demandée, je vais l'initialiser et le renvoyer à la plan. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre le nœud courant sur lequel je vais me déplacer de la taille du bloc libre. Donc, je vais me retrouver sur le bloc qui est le bloc que je dois renvoyer à l'utilisateur, et j'appelle initBlock de la même manière, qui va l'initialiser et le renvoyer à l'utilisateur. Et sinon, tout simplement, il nous reste le cas où on n'a pas du tout trouvé de bloc, et donc ça va repartir au début de la boucle, et s'il y a besoin de redemander un nouveau bloc disponible, il va le faire. Voilà. Voici l'implémentation. Ça, c'est pas bien mis. Voici l'implémentation de malloc en tant que tel. Donc je récapitule, c'est première étape, je vais vous faire même des petits dessins. Première étape, on n'a aucun bloc disponible. Donc notre liste shadée de blocs disponibles, donc head, on a juste head qui pointe sur lui-même. Donc lorsqu'on va demander un nouveau bloc, par exemple, on va demander 1 kilooctet, bah, comme on n'a alloué aucune mémoire, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, bah, je suis déjà sur la fin de ma liste, puisque head pointe sur lui-même. Donc à ce moment-là, on va demander au système une nouvelle zone mémoire qui va faire un multiple de 16 kilooctets. Donc qui est la taille que j'ai demandé, arrondie aux 16 kilooctets supérieurs. Donc ce qui va se passer, cette zone de mémoire, je l'ai allouée, donc avec un descripteur ici de bloc, avec size et next. Et next va pointer sur head, et head next va pointer sur le bloc qui vient d'être précédemment alloué. De deux choses l'une, soit la zone qui est disponible ici correspond exactement à la zone qui est demandée, à ce moment-là je détache ce bloc et je renvoie cette adresse qui est ici à l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, cette zone-là, elle est plus grande que la zone mémoire qui a été demandée, je split le bloc ici.
Donc je réduis dans l'entête la taille du bloc en disant bah, c'est la taille du bloc moins cette taille-là. Et je crée un nouveau bloc ici sur lequel je vais initialiser sa taille, la taille qui est demandée, et le pointeur next qui va être mis à nul. Et c'est cette zone-là, une fois qu'il est détaché, ce bloc-là, on va renvoyer à l'utilisateur l'adresse qui est ici. Donc on aura toujours l'entête ici, et la zone de mémoire qui va être utilisée au retour de malloc ici. Ça, c'est la zone de mémoire qu'on va utiliser. Une fois qu'on a fait ça, normalement, c'est relativement simple. On peut exécuter le code. Donc je vais faire make. Alors, n'ayez crainte, tout le code, je vais vous le mettre à disposition. Il est même déjà à disposition sur mes GitHub et GitLab. Comme ça, vous pourrez aller voir l'implémentation et vous en inspirer si nécessaire et jouer avec. Donc si, maintenant que j'ai compilé, je peux exécuter le code. Oups, j'ai tapé sur une mauvaise touche. Et voilà, donc là j'ai demandé 8 blocs, 8 allocations mémoire. Donc la première chose, l'allocation mémoire qui est demandée, elle demande 455 unités de bloc, c'est-à-dire 455 fois le multiple d'un bloc. Donc, c'est ce qui a été demandé par le rand qui est ici. Hop, voilà, on a demandé quelque chose qui correspond à 455 unités de bloc. Il me dit donc la première fois que, attention, je n'ai pas trouvé de bloc, puisque normal, on n'avait alloué aucune mémoire qui correspondait à 455 unités. Il requête un nouveau bloc. On alloue de la mémoire pour 16 384 octets, puisque 455 unités rentrent dans 16 384 octets. Et il me dit, ah, j'ai trouvé, à l'étape suivante, bah, j'ai bien un bloc de 1024 unités, donc 16 384 octets, qui correspond grossièrement à ce qui est demandé. Je le split et je le renvoie. Pour l'étape suivante, le malloc suivant, il demande un bloc de 656 unités. A priori, il n'en a plus assez par rapport au bloc précédent. Donc, ce qu'il fait, il va demander un nouveau bloc, donc il va ajouter à la liste chaînée, et il va le splitter, ce bloc, et il va le renvoyer à l'utilisateur. Étape suivante, c'est pareil, il demande des gros blocs à chaque fois. Donc là, il crée plein de blocs. Et sur un des mallocs suivants, où il demande 569 unités, il parcourt la liste des blocs qui sont disponibles. Jusque-là, j'ai 3 blocs qui ont déjà été splittés, mais dont un correspond globalement à ce qui est requis en termes d'allocation mémoire. Donc directement, il le split et il le renvoie. Voilà. Voilà un petit peu comment fonctionne l'algorithme malloc, on va dire, naïf. Maintenant, on a la partie free. La partie free, on va faire l'opération inverse. Ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on va réceptionner un bloc, on va appeler free avec une zone mémoire. Ce pointeur, ça va correspondre à une zone de mémoire qui était allouée précédemment à malloc. Donc cette zone de mémoire, elle commence ici. PTR. Elle commence ici. Or, on sait, dans notre algorithme, que cette zone de mémoire correspond à la mémoire utilisable par le programme, mais que juste avant, il y a un bloc, il y a le descripteur de bloc qui est disponible. Donc ce qu'on va faire, on va transtyper ici cette adresse et reculer de l'équivalent d'un bloc pour obtenir ici le header qui va contenir la taille du bloc. Et ensuite, ce bloc-là, on va le rajouter ici, donc la liste chaînée, on a une liste de blocs, B1, etc. Et cette zone-là, ce bloc-là, on va le rajouter dans la liste des blocs disponibles. Alors, on va se dire que ce bloc, vu qu'il est déjà découpé, il y a peut-être potentiellement un bloc qu'on a splitté dans la liste des blocs disponibles ici, qui peut correspondre, qui est peut-être contigu. Si par exemple, on se rend compte que l'adresse qui est ici de ce bloc-là correspond à l'adresse de fin de ce bloc-là, et bien du coup, ce qu'on va faire, on va réunifier ces deux blocs-là. Donc on va prendre la taille de ce bloc-là et on va le joindre au bloc qui est ici, tout simplement. Non, alors comme tu dis Dominique, on ne va plus utiliser le next de la structure. Le next de la structure, on ne l'utilise que lorsque l'on remet le bloc dans la liste des blocs disponibles. Ça sert juste à ça. Donc en fait, ça sert juste à chaîner les blocs libres entre eux. Et comme je disais, quand un bloc
quand deux blocs dans la liste des blocs libres sont contigus, on va les rejoindre ensemble, tout simplement. Donc ça va faire que finalement, on va dire que la taille de ce bloc-là, c'est la taille du bloc total, pardon, c'est la taille de ce bloc-là plus la taille de ce bloc-là. Et ensuite, le next va pointer directement ici. Et lui, en fait, son next va pointer directement sur head. Ouais, je suis désolé, Philippe. J'ai pas beaucoup d'espace sur mon sur mon bureau, alors pour dessiner c'est pas top. Alors ce qu'on va faire, on va donc réimplémenter le free. Donc le free, donc on va implémenter la méthode d'allocate. Comme on a déjà pas mal avancé sur le code, je vais vous la mettre directement, la méthode, et on va la voir ensemble. Donc d'allocate, la première chose que je fais, c'est on lui passe une zone de mémoire à libérer. On va regarder si la zone de mémoire c'est différent du pointeur nul. Si c'est un pointeur nul, il n'y a rien à libérer. On quitte directement, on va return. Si c'est pas un pointeur nul, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'adresse du bloc ici, donc qui est un void étoile. On va le transtyper en un pointeur de type bloc et on va reculer d'un bloc en arrière pour retrouver le header de notre bloc, tout simplement. Ce header de notre bloc, une fois qu'on l'a, on va pouvoir donc le manipuler et l'ajouter à la liste des blocs disponibles. Donc de la même manière, on va récupérer donc l'entête de la liste chaînée, le nœud précédent de la liste chaînée qui correspond à l'entête, et ensuite on va itérer sur tous les blocs disponibles. La première chose qu'on va faire, c'est de dire, on va tester le nœud courant, le nœud sur lequel on est en train d'itérer, en disant si je suis déjà sur le nœud head, ça veut dire qu'on est à la fin de la liste. À ce moment-là, j'ajoute le bloc que j'essaye de remettre avec free dans la liste des blocs disponibles, je l'ajoute à la fin de la liste. En gros, ça se comporte comme ça, j'ai ici head qui pointe sur lui-même. Lorsque je rajoute un bloc, et que j'ai aucun bloc qui est disponible, donc je sais que le premier nœud c'est aussi le dernier, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ajoute le bloc à la fin de la liste. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ajoute le nœud à la fin de la liste, donc ça c'est le bloc, et je le fais pointer sur head, tout simplement. Donc ça c'est exactement ce qui se passe lors du premier cas. Ici. Une fois que j'ai ajouté à la fin de la liste, je peux faire break, je return et j'ai dit ok, ça y est, c'est bon, l'affaire est pliée. Il y a le deuxième cas. Le bloc courant, sur lequel je suis en train d'itérer dans ma liste des blocs disponibles, il est immédiatement contigu à gauche avec le bloc que j'essaye de remettre dans la liste. Admettons. Donc là, je vais faire... Donc on a aujourd'hui ça. On a head. On a déjà un bloc disponible que je vais appeler B1 qui pointe sur head. J'ai un bloc qui arrive. À ce moment-là, le bloc que je vais rajouter, je me rends compte que la fin de ce bloc-là correspond exactement au début de ce bloc-là. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, je vais unifier ces deux blocs ici. Et B1, je vais lui rajouter la taille du bloc que j'essaye d'ajouter et on va les fusionner ensemble. C'est exactement ce qui se passe. Donc je dis si le nœud courant plus sa taille c'est égal à l'adresse de mon bloc, ce que je dis la taille du nœud courant, je l'agrandis de la taille du bloc que je suis en train de rajouter, et le bloc que j'étais en train de rajouter, je le réinitialise, c'est-à-dire je mets sa taille à 0, je mets son pointeur next à nul, et ensuite j'ai fini. Le troisième cas, c'est le bloc que je suis en train de remettre dans la liste des blocs disponibles, il est immédiatement juste avant un bloc dans la liste. Donc ça c'est le cas ici qui existe comme ça. Donc on a head. Ici j'ai un bloc qui est disponible, B1, et je me rends compte que le bloc que je veux rajouter, B2, que je veux remettre à la liste des blocs disponibles, sa fin, elle est immédiatement contiguë avec le bloc qui est ici. Donc qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, je vais tout simplement changer ici le next de head en le mettant ici,
et je vais fusionner ce bloc-là avec ce bloc-là. Donc ils vont ne devenir qu'un, tout simplement. Et je fais ça, et tant que j'ai pas validé l'un des 3 critères ici, j'itère jusqu'à ce que j'arrive finalement sur le critère qui est le critère par défaut, qui est celui-ci. Le bloc, je suis à la fin de la liste, donc j'ajoute le bloc à la fin de la liste. C'est aussi simple que ça. Et donc à la fin, j'ai juste rajouté une fonction qui permet de dumper tous les blocs. Donc si j'exécute, voilà, donc là j'alloue ici 8 blocs. Donc comme ça, vous pourrez exécuter aussi sur votre machine et vous aurez les traces de debug pour voir un peu comment ça fonctionne. Et chaque fois que je vais appeler free, il va dire, voilà, je suis en train d'itérer sur tel bloc, je suis en train d'itérer sur tel bloc, je suis en train d'itérer sur tel bloc. Et ensuite, à la fin, on voit qu'on est rentré dans le premier cas. J'ai pas trouvé de bloc contigu, donc j'ajoute le bloc que je suis en train de restituer au système à la liste des blocs disponibles à la fin de la liste. Et là, je dump tous mes blocs. Et je fais ça pour tous les 8 pointeurs que j'ai alloués dans mon test unitaire. Donc là, on voit que j'essaye de désallouer un bloc. Et là, j'ai trouvé un bloc dans lequel je peux merger avec un autre bloc. Donc je le merge. Voilà, je merge le bloc que je suis en train de libérer vers un bloc qui est courant. Et donc, pas besoin de l'ajouter à la liste chaînée puisqu'il va être fusionné avec un autre bloc. Et je fais ça pour la liste de tous les pointeurs disponibles. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est un algorithme qui est assez naïf. L'avantage de cet algorithme, vous voyez, c'est qu'on peut l'implémenter là. Test unitaire compris, commentaire compris, écrit gros, je suis à 270 lignes de code. Donc vous pourrez aller sur mon GitHub et mon GitLab, vous trouverez donc le dépôt care-malloc, je le partagerai dans le replay de cette vidéo et vous pourrez aller voir un petit peu plus en détail comment fonctionne cette allocation. C'est une implémentation dynamique qui est naïve et un des inconvénients de ce système d'allocation, c'est qu'il n'est pas particulièrement plus performant que ça, mais c'est surtout qu'il a tendance à générer de la fragmentation selon comment on alloue et comment on désalloue les blocs. Une amélioration possible de cet algorithme, c'est d'essayer de trouver non pas le premier bloc qui fit une demande, mais c'est d'abord donc c'est ce qu'on appelle le first fit, mais de faire un algorithme de best fit, c'est-à-dire il parse d'abord la liste de tous les blocs disponibles pour trouver un bloc qui correspond précisément à ce qui est demandé, et si c'est pas le cas, il fait du first fit et il split les blocs. Il y a un autre cas, c'est aussi lorsqu'on restitue la liste des blocs à la liste des blocs disponibles, lorsqu'on restitue de la mémoire au système, c'est d'implémenter une seconde passe pour reprendre tous les blocs qui ont déjà été restitués et d'essayer de les merger ensemble lorsque c'est possible. Là, il essaye de le faire uniquement en une seule fois, la première passe, pour pouvoir fusionner dans la mesure du possible des blocs. Mais il y a des fois, la mémoire n'est pas restituée dans le même ordre ou dans l'ordre inverse qu'elle a été allouée, et des fois, on peut se retrouver avec des blocs qui peuvent être contigus, mais une fois qu'ils ont été remis dans la liste des blocs disponibles, il faudrait refaire une deuxième passe pour essayer de vérifier que les blocs qui sont déjà disponibles ont la capacité d'être mergés, donc d'éviter la fragmentation mémoire. Voilà. Ça, c'est ce que font beaucoup de bibliothèques comme JE-malloc ou d'autres bibliothèques de malloc. En fait, elles essayent de défragmenter au fur et à mesure les blocs disponibles. Alors, il y a aussi pour les implémentations très modernes de malloc, c'est qu'elles vont avoir un allocateur générique comme ça qui permet d'allouer à peu près n'importe quelle taille, mais ils vont avoir aussi des allocateurs de ce qu'on appelle en magasin qui permettent aussi d'allouer des toutes petites tailles de façon très efficace. Parce que là, vous voyez que si je dois allouer 8 octets, si j'essaye d'allouer par exemple la taille d'un pointeur ou la taille d'un long qui fait 8 octets, ça va automatiquement m'allouer 2 fois 8 octets, c'est-à-dire un premier bloc qui est le bloc descriptif qui fait 16 octets puisqu'il contient un size t et un pointeur, et un deuxième bloc de data qui contient l'équivalent donc aussi de 16 octets. Donc j'alloue 32 octets pour 8 octets. Et ce que vont faire les allocateurs modernes, c'est souvent ce qu'on appelle des slab allocators, des slub allocators, ce genre de choses. Ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser plutôt des magasins spécialisés par taille pour 8 octets, 16 octets, 32 octets, 64 octets, 256 octets, etc. Et d'utiliser des bitmaps pour pouvoir dire d'éviter d'avoir à gérer une liste chaînée. Et c'est une bitmap qui va dire tel bloc, le bloc numéro par exemple 8, il est libre ou il est disponible. Ce qui va éviter d'avoir à utiliser une liste chaînée pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est libre et qu'est-ce qui n'est pas libre.
L'avantage d'être extrêmement rapide, extrêmement performant et de ne pas, de ne pas consommer trop de mémoire, puisqu'on ne va pas gérer en plus un header de bloc avec des pointeurs sur l'élément suivant, etc., etc. Mais par contre, c'est un inconvénient d'une complexité un petit peu plus accrue. Donc on va louer plutôt des pages avec des bitmaps. Il va falloir marquer ces bitmaps et on va avoir des magasins qui sont spécialisés par taille, en plus d'avoir un allocateur générique. Par contre, ça a l'avantage, c'est que on sait que tous les blocs de 8 octets, 16 octets ou 32 octets sont tous contigus les uns les autres en mémoire. Donc ça a tendance à faire bénéficier des effets de cache du microprocesseur, d'une part, et donc de réduire la pression sur le sous-système de gestion mémoire. C'est très 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 utilisé notamment dans les noyaux, notamment le kernel Linux, dans beaucoup d'allocateurs type JEmalloc ou même dans la glib. Dans la glib, il y a un allocateur qui est basé aussi sur ça, sur cette notion de magasin, donc qui permet donc d'allouer un certain nombre de petites tailles de façon très très efficace. Et lorsqu'on sort d'une taille qui n'a pas été entre guillemets normalisée, des petites tailles, là on va se retrouver avec un allocateur dynamique, plutôt généraliste, tel que je vous l'ai montré là, mais avec des algorithmes un peu plus performants. Alors, ce que je vous ai présenté là a aussi l'inconvénient de ne pas être thread safe, hein, évidemment. Donc, n'utilisez pas cet allocateur que je vous ai présenté dans un projet qui devrait être thread safe, puisqu'il faut rajouter évidemment des mutex pour pouvoir protéger les zones mémoire, etc. Voilà, tout simplement. Donc Laurent, toi tu dis, pour ceux que ça intéresse, il y a un TP d'info de l'NCMage sur le même sujet, tu as partagé le lien, merci beaucoup Laurent. Effectivement, il y a l'algorithme du buddy qui permettait de minimiser la fragmentation mémoire. Donc comme je dis, il existe plein de techniques pour pouvoir limiter la fragmentation mémoire, pour avoir des allocations qui soient très rapides et aussi des restitutions qui soient très rapides, tout en limitant ses effets. Donc, comme je disais, puis ça peut être combiné à d'autres types d'allocations comme le slab allocator qui permet d'être beaucoup plus efficace sur des toutes petites tailles, donc pour limiter la surconsommation, le gâchis de mémoire, et puis pour augmenter l'efficacité des caches à l'intérieur du processeur, notamment le cache de niveau 1. Voilà pour ce sujet, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai essayé de le faire tenir en 40 minutes, donc c'est assez rapide, je suis désolé, comme le disait Philippe, mes dessins sont pas terribles, mais j'espère qu'au moins ça vous a permis de comprendre, au moins en surface, comment fonctionne l'allocation dynamique d'une implémentation naïve de Malloc et de Free. J'en ai fini pour aujourd'hui, peut-être qu'on reviendra à un autre moment pour voir comment on peut implémenter d'autres types d'allocateurs, etc. Sachant que là, c'est Malloc et Free, c'est pas forcément limité au C, hein, c'est un type d'allocation qui peut être utilisé dans à peu près n'importe quel langage. Et par exemple, quand je parlais de Rust tout à l'heure en début de live, il a son propre allocateur qui est basé sur des choses comme JEmalloc, etc. Donc des allocateurs qui font exactement la même chose, hein. L'idée, c'est j'ai besoin de mémoire dynamique, je demande des pages mémoire au système, je récupère ces pages, je les split en petits morceaux et je les donne au programme. Le programme, quand il a fini de les utiliser, il les restitue à l'allocateur qui va essayer de les mettre donc en magasin, de les recombiner entre elles si c'est possible pour un usage futur. Et aussi l'inconvénient de l'algorithme que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est qu'en fait il ne restitue jamais les pages mémoire. Un allocateur malin, c'est lorsqu'il se rend compte qu'il a des pages mémoire qui ont été totalement libérées, devrait les restituer au système. Voilà pour ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a démystifié un petit peu le truc. Vous voyez que c'est pas forcément très sorcier pour une implémentation très naïve. Donc n'hésitez pas à aller sur le dépôt que je vous ai préparé sur GitHub et GitLab, de faire des expérimentations, d'aller voir comment ça fonctionne. Et puis je pense qu'on va pouvoir basculer chez l'ami Titimobi. Donc on va faire le raid de ce pas à la /raid. Et donc moi je vais juste vous souhaiter une excellente semaine, qu'elle vous soit douce et prospère et tout ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Normalement la semaine prochaine je fais aussi un live. D'ici là, moi je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis à ciao et à la prochaine. Salut.